À la une, le Robert face à une nouvelle invasion de sargasses. À la pointe Jean-Claude, les habitants n'en peuvent plus. Odeur pestilentielle, électroménager hors d'usage. Ils vivent un enfer au quotidien et se sentent laissés pour compte. Journée mondiale du don du sang, célébrée ce dimanche. L'établissement français du sang en a une nouvelle fois appelé à la générosité du public sur le Malécon de Fort-de-France. Une centaine de poches récoltées, bien trop peu pour répondre aux besoins quotidiens. Le bruit qu'ils produisent agace, leurs piqûres laissent des traces et ils se reproduisent à une vitesse folle. Les moustiques sont de retour au point que les raquettes anti-moustiques se font rares. Les fidèles des Terres Saint-Ville de retour sur les bancs de l'église Saint-Antoine. La réouverture s'est faite en grande pompe hier soir. Une messe très attendue après 9 mois de fermeture. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Les sargasses continuent de créer la polémique. L'une des zones la plus touchée par l'arrivée massive des algues reste le Robert. À la pointe Jean-Claude, les habitants sont à bout de nerfs. Perte matérielle, problèmes respiratoires, ils vivent l'enfer. Nous sommes allés à leur rencontre, Julien Goudichaud. Frigidaire, télé, machine à laver, tout ce qui est électroménager, tout cassé, tout à la déchetterie. Et les allers-retours s'enchaînent. Sur la pointe Jean-Claude, la nouvelle invasion de sargasses a touché l'ensemble des habitations. Les habitants sont désespérés et la colère monte. Venez voir, monsieur. Regardez la casse qu'on a. Machine à laver, HS. Ordinateur portable, HS. Écran télé, deuxième écran télé, en moins de 2 ans, HS. On se demande qu'est-ce que l'État fait. On a promis 2,5 millions pour enlever les sargasses sous la mer. Aujourd'hui, dimanche, on ne voit personne. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Bon, peut-être qu'il aurait fallu barrer le rond-point de la pointe Jean-Claude pour que les gens se déplacent. Pour cette famille, les pertes matérielles s'élèvent déjà à près de 8 000 €. Plus grave encore, la belle-mère de Sylvain est obligée de découcher à cause des problèmes respiratoires occasionnés par les sargasses. Je ne peux pas rester à la maison, il faut que je dors ailleurs. Le médecin m'a dit qu'on ne peut rien faire pour moi. Je suis née ici depuis ma naissance. Maintenant, les sargasses me cherchent. Les professionnels de la pêche sont également aux abois. Que ce soit pour les poissons d'élevage qui sont là, il y a une ferme d'élevage ici, on ne peut pas y nourrir les poissons, ou que ce soit pour partir à la pêche. Voilà, on peut constater, toute la baie est fermée depuis 3 jours. Au loin, on distingue déjà une nouvelle nappe de sargasses. Pour les équipes techniques, le travail d'évacuation est répétitif et surtout coûteux. Certains sites qu'on avait déjà nettoyés sont à nouveau envahis. Il faut des moyens quand même importants. Pour vous donner un coût, à peu près c'est 3 000 € par jour sur un site. Dès demain, on va se réunir pour voir qu'est-ce qu'on fait. Alors que certains quartiers se sentent laissés pour compte, la municipalité rappelle l'ampleur du problème. Le Robert, c'est 48 km de côtes qui ne sont pas à l'abri. Nous avons dû, je dirais, procéder par urgence. Nous avions des urgences et nous en avons toujours sur Pont-Aléry. Nous en avons dans d'autres secteurs, nous en avons, c'est vrai, à Pointe-Savane également. Mais la ville ne peut compter aujourd'hui que sur ses moyens et seulement ses moyens. Des moyens qui devraient être renforcés grâce au plan d'action prévu début juillet sous la houlette de l'État. Côté parlementaire, le combat continue pour obtenir l'état de catastrophe naturelle dans les communes les plus sinistrées. Des images impressionnantes. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale du don du sang. À cette occasion, l'UFS a implanté un dispositif mobile sur le front de mer, place de la Savane. Objectif, attirer un maximum de donneurs. Chez nous, le nombre de dons reste nettement inférieur aux besoins en sang. Anaïs Gall. Ça va. Alors en fait, je vérifie le taux d'hémoglobine du dernier don. Patrick est un habitué du camion de l'EFS. Depuis 2 ans, il donne régulièrement son sang. La procédure, il la connaît par cœur. D'abord la fiche de renseignement, puis l'entretien médical. Si tout est en ordre, il peut tendre le bras pour la piqûre. Je recommanderais fortement aux gens de venir donner leur sang. C'est un geste civique et je crois que c'est indispensable pour tous les gens les accidentés de la route, les malades, etc. Un jour, c'est peut-être, moi j'aurais peut-être besoin de sang et je serais bien content d'en trouver. Comme Patrick, ils étaient plus d'une centaine attendus aujourd'hui place de la Savane. La journée mondiale du don du sang est surtout l'occasion d'attirer de nouveaux donneurs locaux, car chaque année, un tiers des poches de sang doivent être importées de l'Hexagone. Toute personne qui est en forme, en bonne santé, qui a entre 18 et 70 ans peut venir donner son sang et ça sauve des vies. C'est surtout ça, je pense, qui doit être la motivation. Ça sauve des vies et on en a vraiment besoin. Chaque année, c'est 3000 vies qui sont sauvées en Martinique. Donc 3000 vies, c'est énorme sur l'échelle de notre île et ça, c'est vraiment l'affaire de tous. Pour accompagner les donneurs, les bénévoles sont venus nombreux. Le constat est plutôt encourageant.
Nous avons l'impression que les Martiniquais sont impliqués et cherchent réellement à sauver des vies. Et aujourd'hui, sur le Malécon, on voit qu'il y a quand même une belle affluence. On attend encore beaucoup plus de monde pour pouvoir récolter un maximum de poches et sauver un maximum de personnes. Pour Patrick, le prélèvement est terminé. Dans 2 mois, il pourra renouveler son geste et ce jusqu'à 6 fois par an, 4 fois pour les femmes. En Martinique, le besoin en sang reste très important. 15 000 poches sont nécessaires chaque année. Et sachez que vous pouvez aussi donner votre sang demain de 8h30 à 13h sur le parking du supermarché Casino de Font-Brûlé au Lorrain. Et puis comme d'habitude, de 9h à 16h à la Maison du Dent au CHU de la Ménard. En bref, un incendie a partiellement détruit une maison au Terre-Saint-Ville, rue Robespierre, en fin d'après-midi. Le feu a rapidement été circonscrit par les pompiers de Fort-de-France. Une enquête est en cours. Attention aux piqûres, mais celle-là, on s'en passerait. Une arrivée massive de moustiques a surpris plus d'un Martiniquais ces dernières semaines. Le service de démoustication du Conseil général le confirme. Il y a une prolifération de larves. Conséquence, on sort l'artillerie lourde, bougies, spirales, tout le classique. Mais voilà, la raquette anti-moustique très publicitée est devenue rare en magasin. Loïc Régis. Difficile de se fournir en raquettes anti-moustiques. Ce rayon, habituellement réservé à l'outil de lutte contre les piqûres, en est totalement dépourvu aujourd'hui. Environ 300 raquettes étaient vendues chaque mois, mais cette fois, les raisons de la pénurie sont tout autres. Nous avons passé des commandes auprès de nos fournisseurs locaux et malheureusement, leurs conteneurs ont été bloqués et détruits par la douane. Je ne sais pas si elles avaient la norme CE ou la norme française. Moi-même, je ne suis pas au courant. Voilà, malheureusement. Une réduction des armes de défense. Les Martiniquais doivent aussi faire face à une prolifération des moustiques. Moi, j'en avais pas du tout et là, je suis envahie de moustiques. Avec cette période de forte chaleur, j'ai remarqué qu'il y a une recrudescence de moustiques, surtout dans le secteur où je suis. J'ai reconnu qu'il y a la recrudescence des moustiques, mais moi, pour combattre, en plus, il n'y a pas de raquettes. Une tendance confirmée par le centre de démoustication. Les 22 espèces recensées en Martinique sont en pleine expansion. Les récents caprices du temps sont en partie responsables de ce développement. Attention aux conséquences. C'est une période sensible pour nous et surtout, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une période que nous appelons à risque d'épidémie de dengue, singulièrement, et peut-être de chikungunya ou d'autres. Donc, d'où effectivement l'importance de rappeler les traditionnels messages de vigilance au niveau individuel, de protection au niveau individuel. Pour limiter le risque de développement des moustiques et donc des piqûres, la première mesure est d'éliminer l'eau stagnante à proximité des maisons. Cette information, en bref, le désherbant Roundup interdit en France. La ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, l'a annoncé ce dimanche. Ce pesticide vedette du laboratoire Monsanto est considéré comme cancérigène, ne doit plus être ni vendu en libre service ni dans les jardineries. Attention, on le retrouve dans plusieurs désherbants commercialisés en Martinique et couramment utilisés pour le jardinage domestique. Week-end politique, morose en Martinique pour les tenants de la liste d'union de la droite et du centre. L'UDI de Philippe Petit confirme son intention de faire cavalier seul en décembre prochain lors des élections à la collectivité territoriale. André Berton, vous nous rejoignez comme chaque dimanche pour un décryptage de l'actualité politique. On s'y attendait, mais cette fois-ci, c'est officiel. Oui, au sein de l'Alliance républicain-modem, jusqu'à la dernière minute, on a espéré voir Philippe Petit se rallier à sa famille politique naturelle, d'autant que ses plus fidèles lieutenants à l'UDI ont déjà rejoint le groupe mené par Yann Monplaisir. À titre personnel, eh bien non, Philippe Petit, vous l'avez dit, fera cavalier seul à la tête d'une liste baptisée « La Martinique autrement » et d'un programme dans lequel il prône notamment un SMIC jeune pour les 16-25 ans. Cette UDI recomposée entend-elle ainsi sur ordre de Paris prendre date sur l'avenir pour l'élection présidentielle par exemple, ou bien les incompatibilités programmatiques, voire les égos l'ont-ils emporté? Il y a des lendemains de premier tour qui pourraient être douloureux au centre en décembre prochain. Alors vous évoquiez également il y a 15 jours un probable remaniement ministériel, mais on n'a toujours rien vu. Je vous sens impatiente, votre téléphone n'a pas sonné. Non, mais je vous confirme que c'est imminent. Et ces derniers jours, il y a même le nom d'une personnalité d'outre-mer qui circule avec insistance, celui de Corinne Narassiguin. Originaire de la ville du Port, à La Réunion, elle est actuellement porte-parole du Parti socialiste, ce qui n'est pas rien, et souhaite figurer aux élections régionales en Île-de-France sur la liste de Claude Bartolone. C'est donc une étoile montante du PS, comme on dit, bien en cours auprès de Manuel Valls, et soutenue, dit-on, par Victorin Lurel, qui, on le sait, à l'oreille de François Hollande. Elle a cependant
Un handicap, Madame Narassiguin, son récent passé électoral, députée des Français de l'étranger pour la zone Amérique-Canada. Elle a vu son élection invalidée par le Conseil constitutionnel en raison des conditions de financement de sa campagne, ce qui a permis au très sarkozyste Frédéric Lefebvre de revenir à l'Assemblée nationale. Alors l'outre-mer, il y en a beaucoup été question cette semaine dans les médias nationaux en raison du voyage du Premier ministre Manuel Valls à La Réunion et à Mayotte. Oui, voyage officiel dont les échos ont été sérieusement pollués, si j'ose dire, par le voyage en Falcon officiel de Manuel Valls avec ses 2 fils du Congrès socialiste de Poitiers à Berlin pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre les footballeurs de la Juventus de Turin et ceux du FC Barcelone. Le vainqueur, on le sait, le vainqueur dont le Catalan Manuel Valls est un aficionado. La Réunion est donc passée à la trappe dans les médias nationaux au profit de cette erreur de communication, comme il dit, et qui en fait fait plonger Manuel Valls dans les sondages. Et du voyage à Mayotte, eh bien, les confrères ont surtout retenu l'aspect folklorique et la chanson si malvenue en shimaoré qui disait « Bienvenue à Manuel Valls, bienvenue à ses millions ». On croit rêver. Du coup, le Premier ministre a du mal à valoriser la résolution, a eu du mal à valoriser cette résolution que venait d'adopter le Congrès de Poitiers et que le gouvernement entend reprendre à son compte pour l'égalité réelle des Outre-mer. En un mot, il s'agit de repenser le pacte de progrès économique et social avec les Outre-mer et de développer notamment la transition énergétique et la formation des jeunes via la FPA, le SMA, l'université. Et puisque l'on parle des jeunes et que c'est la période du baccalauréat, je vais poser une question aux candidats qui nous regardent ce soir. Diriez-vous de l'expression « égalité réelle » qu'il s'agit d'un truisme, d'une lapalissade, d'une tautologie, d'un pléonasme ou d'une redondance? Si vous avez la réponse, adressez-la au Parti socialiste 10 rue Solferino à Paris. Envoyez vos copies plutôt aussi. Très bien, merci André Bertrand. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre décryptage. En Guadeloupe, gros plan pour continuer sur cette opération à destination d'une dizaine de femmes effectuant leur service civique, justement. Une formation au geste de premier secours leur a été dispensée. L'objectif, prévenir les accidents et pouvoir sauver une vie dans l'attente des secours. L'occasion aussi de rappeler à ces participantes qu'effectuer les gestes qui sauvent restent des techniques à la portée de tous. Aux avis, Linda Kayarsi. Alexia, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin-là, Alexia a endossé un personnage, celui d'une victime d'un malaise. Elle est en formation au premier secours dans le cadre de son service civique. Lors de la journée d'appel, effectivement, j'ai eu une formation similaire, mais il se trouve qu'entre-temps, j'ai oublié pas mal de choses. Donc c'était l'occasion pour moi de revoir certains gestes et d'apprendre encore plus par rapport aux gestes de secours. Comme Alexia, 11 autres jeunes femmes issues de missions locales ou encore de centres de loisirs se sont engagées sur la base du volontariat au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, ça a été bénéfique pour nous puisque on est souvent entouré d'enfants. Donc il est important de savoir les premiers secours afin de pouvoir rapidement agir si au cas où un enfant se blesse ou au cas où il a un malaise. Aujourd'hui, le service civique est l'un des dispositifs tremplins vers le monde du travail pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et ce, dans plusieurs secteurs d'activité comme l'environnement, le service à la personne ou encore le secourisme, ce qui constitue un véritable vivier de recrutement. L'objectif justement du gouvernement, c'est de pouvoir former un maximum de citoyens. Donc effectivement, on utilise le service civique justement pour pouvoir atteindre cet objectif et développer justement le secours au niveau de la Guadeloupe par exemple. Bien sûr, pour réussir, seule la motivation et le savoir-faire sont les qualités requises pour que le service civique ouvre des portes. En Guadeloupe, 5 ans après sa création, le dispositif semble avoir séduit. La Guadeloupe s'est développée plus vite que d'autres départements français. Il y a déjà eu en 5 ans 2200 jeunes qui ont fait leur service civique ici en Guadeloupe. Donc c'est quelque chose qui marche bien. On a eu des expérimentations en période d'urgence, en particulier dans la lutte contre le chikungunya, où des jeunes se sont engagés pour travailler sur la prévention, la formation aux populations. Autant de missions d'au moins 24 heures que les jeunes peuvent effectuer dans les collectivités, les entreprises publiques ou encore les associations sur une période de 6 à 12 mois pour un salaire mensuel de 573 € net.
Restez avec nous dans quelques instants en direction Basse-Pointe. L'association Tous Créoles célébrait aujourd'hui sa fête de la famille. Petits et grands ont pu profiter du cadre privilégié de l'habitation Pécoul. Nous irons également au Marin où les plaisanciers avaient l'opportunité de trouver le nécessaire en articles d'accastillage. L'habituelle brocante de la mer se tenait aujourd'hui à la Marina. Mais avant, les fidèles de Saint-Antoine des Terres-Saint-Ville profitent de nouveau de leur église. Hier, jour de la fête de son saint patron, Antoine de Padoue, c'est toute une communauté qui a retrouvé ses habitudes. Ce samedi, la première messe a été riche en symboles. En début de soirée, les fidèles sont partis des 4 coins du quartier pour marcher vers l'église. Après 9 mois de fermeture, c'est un véritable événement. Aux Terres-Saint-Ville, notre correspondante Camille Joseph. Nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Ils viennent des 4 coins des Terres-Saint-Ville et l'heure est à la fête. Alors que certains arrivent à l'église en procession, d'autres ont choisi de s'installer très tôt afin d'être aux premières loges en ce jour particulier. Heureuse de retrouver son église, une église vraiment qu'on attendait avec impatience, on a bien tenu 10 mois, mais heureuse. Ça me fait très plaisir de retrouver mon église ce soir pour venir assister à ma messe. Et chaque samedi soir à 18h30, je serai présente. Je venais ici à la messe chaque matin et je me suis souvenue que c'est la fête de Saint-Antoine aujourd'hui. Après 10 mois de fermeture, les habitués reprennent possession de leur paroisse. L'occasion d'honorer avec une ferveur encore plus intense le saint patron du jour, Saint-Antoine de Padoue, emblème de l'église des Terres-Saint-Ville. On attendait avec beaucoup d'espoir. Maintenant qu'elle est ouverte, nous sommes heureux. Pour tous les paroissiens, ce jour qui voit leur retour dans leur église est à marquer d'une pierre blanche. De son côté, la municipalité affirme avoir tout mis en œuvre pour qu'ils pratiquent leur foi dans les meilleures conditions de sécurité. Il y a encore des travaux à réaliser, l'archevêché va s'occuper de ça, mais pour l'instant l'église a été sécurisée de façon à ce qu'elle puisse être rendue aux paroissiens des Terres-Saint-Ville. Et ce matin encore, j'ai rencontré un commerçant des Terres-Saint-Ville qui me disait comment l'église est un élément structurant du quartier dans ce qu'elle draine du monde et elle permet à la communauté de se retrouver sur la place et autour de la place. 18h30, l'office religieux commence. La joie est palpable et résonne jusqu'au clocher qui sonne aussi. En ce jour béni, les 90 ans de l'église des Terres-Saint-Ville. Papa, maman, petits et grands ont pu aujourd'hui se laisser porter par la fête. L'association Tous Créoles organisait aujourd'hui à l'habitation Pécoul sa fête de la famille. Une journée placée sous le signe de la solidarité et du partage. Adhérents ou pas, tous ont profité d'une occasion conviviale de connaître un peu plus de l'autre. L'occasion aussi de savoir si les valeurs familiales ont encore de l'importance pour les Martiniquais. À Basse-Pointe, Loïc Régis. Apporter sa contribution à un repas collectif, une notion de partage importante pour Philippe et sa famille. Une valeur qu'il souhaite transmettre à ses 2 enfants. Pour lui, la famille est le noyau dur qui forme les... L'essentiel, c'est qu'au sein de la famille, qu'il y ait transmission de valeurs et surtout transmission de l'amour avec un grand A. L'objectif reste donc la transmission, que la structure soit composée des 2 parents, recomposée ou monoparentale. Ça peut être plus difficile, mais ça peut être aussi un enjeu, un défi. L'essentiel, c'est la disposition d'esprit dans laquelle se trouvent les membres de cette famille. Mais il ne faut pas établir de hiérarchie entre les familles. Une famille, c'est entre guillemets un assemblage d'êtres humains. Les familles monoparentales à la Martinique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai le souvenir de femmes qui élevaient seules leurs enfants et qui avaient vraiment la volonté très très forte de les faire arriver dans la vie, et elle se sacrifiait pour ces enfants-là. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a peut-être une petite différence à ce niveau-là. Selon le vice-président de l'association Tous Créoles, l'évolution de la société martiniquaise serait un frein au développement des structures familiales. En 2015, nous voyons tous que la notion de famille est en danger, littéralement. Hein, tous les gens vivent un peu cloisonnés de par la façon de construire les bâtiments. On voit bien que nous vivons un peu à la mode parisienne et ça n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas connu ça. Et au niveau de notre association, nous faisons tout pour chercher à améliorer le vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut d'abord se rencontrer, pour se connaître,
Or, le premier vecteur du vivre ensemble, c'est la famille. La famille, une valeur sûre pour certains, un modèle en perpétuelle évolution à l'image de la société. Direction la marina du Marin pour continuer, où entre briques à Brac et balades en bord de mer, il était possible de trouver le nécessaire en matériel d'accastillage. La 8e édition de la brocante de la mer avait lieu aujourd'hui. Voiles, poulies, matériel de plongée, voici une bonne occasion de s'équiper à petit prix. Cette année, les exposants étaient peu nombreux, les visiteurs ont donc pu profiter de stands d'articles divers. Laura Châtenay-Rivaudet. Félix est un fanatique de bateaux. Il en a un au François et vient régulièrement sur les stands nautiques du vide-grenier marinois pour chiner. J'ai trouvé une pièce spéciale qui reste quand même une pièce unique. Hein. C'est une pièce de levage de bateau qui était sur un 40 pieds. Et comme c'est de l'inox, hein, c'est une matière qui est immortelle, je me suis dit pourquoi pas la prendre puisque c'est un bon prix. Mais sincèrement, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Hein. Mais je vais trouver une utilité avec, ne vous inquiétez pas. La vendeuse Isabelle vide son bateau. Elle brade tout, de la poulie à la combinaison de plongée, en passant par des lampes à pétrole. L'important pour elle est avant tout de faire place nette. On vend à bas prix, ça fait des heureux, parce que sur les bateaux, on a toujours besoin de quelque chose. Et puis nous, on allège aussi le bateau, il ira plus vite. Les puces nautiques et surtout le vide-grenier marinois existent depuis 8 ans. Les stands de livres, DVD et autres vêtements éclipsent le matériel nautique, mais l'organisatrice espère bien un jour réussir à organiser un vide-grenier exclusivement marin. On aimerait vraiment développer les puces nautiques, parce qu'on est sur un port, sur une marina, mais c'est difficile d'aborder les gens de bateau. Je ne sais pas, ils ont des a priori, ils ne veulent pas se mélanger au vide-grenier, c'est dommage, parce qu'il n'y a pas assez de puces nautiques pour faire uniquement ça, donc il faut s'associer au vide-grenier. L'appel est lancé à tous les amoureux de la mer, acheteurs comme vendeurs. Les puces marinoises sont organisées une fois par mois. Ce week-end se tenait à Schellcher la fête du nautisme. Chacun a pu découvrir gratuitement tout ce qui flotte. La manifestation surfe sur les activités de plein air comme le kayak, le paddle et le jet ski. Au total, plus de 400 visiteurs ont foulé les sables des plages de la commune, comme ces rameurs sur la plage de Fanlaï. Ambiance avec Anaïs Gall. Nous en sommes à notre 4e édition de la fête du nautisme. Alors c'est vrai que les débuts ont été timides puisqu'il s'agissait donc d'une première, mais progressivement nous assistons effectivement à une montée en charge et les acteurs aujourd'hui sont tout à fait informés et adhèrent totalement au projet. Nous avons préféré faire une randonnée au lieu de faire des courses d'avion pour permettre à tous et chacun de pouvoir ramer tranquillement et de promouvoir l'avion dans toutes ses formes sur la Martinique. Il y a toutes les catégories d'embarcation, nos 4 catégories d'embarcation, les solos, les doubles, les 4, ça c'est en rame de compétition, et nos avions traditionnels aussi. Toujours au bord de l'eau, 8 associations, 200 locataires. La 5e édition du Zouel des Cités a obtenu un vif succès cet après-midi. La plage de Corps-de-Garde à Sainte-Luce avait des airs de stade. Les participants ont pu s'affronter amicalement à travers de nombreuses activités sportives. Loin de la vie en cité, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ambiance avec Laura Châtenay-Rivaudet. Après la natation et le kayak, commence l'épreuve de pétanque. Débutants ou confirmés, tout le monde participe. Chaque association de locataires défend son équipe pour gagner le trophée des cités. Mais l'ambiance reste bonne enfant. Pour le kayak, je le trouve aussi bien battu, on arrive 2e. Et pour la pétanque, je me suis bien débrouillé parce que c'est la première fois que je joue au pétanque. On mène pour le moment, donc on est confiant. On essaye de se qualifier. Vous donnez une correction aux enfants? Non, quand même pas. C'est pour élever le niveau. Parce qu'ils m'ont quand même battu à plat de couture au kayak. 4, 1. Au-delà du défi sportif, c'est la rencontre entre associations et générations qui motive, l'occasion de tisser des liens, même lorsque l'on n'habite pas la même commune. Et certains ont bien saisi le message, ce qu'ils préfèrent, ce sont les filles. Et puis, c'est tout. La confrontation et l'amusement. Avant tout, c'est l'amusement.
C'est l'attitude, les gens, la bonne humeur, les filles, surtout les filles. Les associations de locataires de la CIMAR ont mis un point d'honneur à proposer du sport, mais aussi des activités créatives. Au programme, réaliser un tableau avec des éléments de récupération. Après 5 éditions, les ambitions se précisent pour les années à venir. Je laisse un appel aux autres associations de locataires que ça pourrait intéresser de se rapprocher de nous et pourquoi pas faire un grand Zwell des cités avec plusieurs associations, un peu au style des Jeux Intervilles. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de mettre ici de façon conviviale, familiale. Avec du slam, du basket et du football, la dernière manche du Zwell des cités est prévue le dimanche 5 juillet au stade Louis-Achille. Un mot de culture pour continuer. La 10e édition des rencontres cinéma battent leur plein. L'occasion ce soir de jeter un coup d'œil sur la programmation des films à l'affiche. Une opportunité que vous propose tous les soirs à TV et c'est jusqu'au 19 juin prochain. En attendant, retour sur les principaux temps forts de la seconde journée. Nous sommes aujourd'hui à l'Atrium, donc à l'occasion des 10e rencontres de Cinéma Martinique. Nous sommes donc les parrains de cette manifestation, de ce festival, qui donc lie cette année la musique et le cinéma. Donc à cette occasion, aujourd'hui, nous sommes venus donc échanger avec les lycéens qui nous présentent leur court-métrage, leur réalisation qu'ils ont faite tout au long de l'année. Ah ouais, le Chucky était bien bento, frère. Et il y en a une autre samedi. C'est quoi encore le nom? La Mega Beach. Ouais, la Mega Beach, tu y vas? Voilà, nous, en tant que parrain de ce festival, on a trouvé, on a un avis très positif. On a été surpris de la qualité en fait, des travaux. Enfin, en tout cas, ça ne peut augurer que de très bonnes perspectives et nous conforter dans ce qu'on pensait en fait depuis le début, c'est qu'en Martinique et dans la Caraïbe en général, on est fort d'une jeunesse talentueuse qui ont envie d'exprimer des idées, des sujets, qui ont envie de parler, de traiter de sujets. Et il faut juste leur donner un espace et un moyen d'expression et surtout une technicité et un savoir-faire pour qu'ils puissent à l'échelle internationale pouvoir percer, je dirais. Donc voilà un petit peu, en tout cas moi, mon ressenti par rapport à ce moment que j'ai passé avec vous. Les élèves de terminale ont présenté des films qu'ils ont réalisés pour leur épreuve du baccalauréat. Ils sont en option cinéma audiovisuel et ils passent un entretien. Et donc ce sont ces films qu'ils ont passé début mai que nous avons vus aujourd'hui. Comment est-ce que ce clip-là m'intéresse? C'est qu'il s'intègre, selon moi, dans une composition du cinéma, de notre cinéma en particulier. À vos agendas, voici les films à l'affiche demain pour cette 3e journée des rencontres au cinéma. Dès 14h30 à la médiathèque du Saint-Esprit, le documentaire Atiba Williams, Pan Prodigy de Bruce Paddington et Christopher Laird sera aussi projeté hier, un musico con Maria de Frank Elias. À l'Atrium, cette fois-ci, comptez 4 projections dès 16h, salle Casavant, hôtel Nueva Isla d'Irène Torres et Javier Labrador. À 18h30, salle Franz Fanon, Turning Gate d'Ansang Souf. Et à 20h30, Fighting Fela d'Alex Gibney. Enfin, à 20h30, à Madiana, Diffré de Cerevezena Meahi. Refermons cette édition avec les saltos et pirouettes des élèves de l'école du cirque du Vauclin et du Lamentin. Ils ont échangé aujourd'hui autour d'une passion commune au programme jeux, initiation et spectacle. Chacun a pu démontrer ses aptitudes. Julien Goudichaud. J'aime tourner. J'aime l'équilibre. Je trouvais ça élégant. J'ai vu des spectacles de cirque, donc ça m'a plu, j'ai voulu faire pareil. C'est émouvant, enfin, ça permet de se libérer. Ce qui me plaît dans le cirque,
il n'y a pas de limite déjà. On peut montrer aux gens ce qu'on aime faire, vraiment. Ils adorent jouer avec leur corps, ils adorent jouer avec leur sens, ils aiment aller au-delà de leur capacité parce que c'est vrai que ça permet aussi de se dépasser tout le temps. La dernière fois, on a fait une petite représentation au Cirque de Paris avec eux et ils n'étaient pas ridicules. Si je voyais les choses en grand, ben, ce serait que notre spectacle se fasse sous un chapiteau, hein, ce serait carrément mieux. Voilà, et la souplesse et des rockers. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.